L'histoire débute avec un lycéen nommé Hayato, plongé dans un rêve où il sombre lentement vers les profondeurs de l'océan. Tandis qu'une voix l'appelle au loin, il ouvre les yeux et se retrouve face à deux magnifiques jeunes filles aux formes démesurées. Elles lui tendent la main pour l'aider. Mais, à son grand effroi, il semble que ses sœurs nourrissent un amour plus profond que la mère elle-même, car elle l'entraîne avec une obsession troublante toujours plus vers les abysses. En se réveillant de ce cauchemar, il salue ses parents d'un simple bonjour. À cause de certains événements, il vit actuellement seul. Il s'occupe de toutes les tâches ménagères avec sérieux et discipline. Même s'il a encore de la famille, il peut compter sur de bons amis avec qui il s'entend parfaitement. Ce jour-là, il prévoit d'acheter du matériel pour sa fête d'Halloween. Tout excité, il sort précipitamment et croise ses deux amis, Sutami Yanaga et Keto Aojima. En parcourant les magasins, Hayato les considère comme ses meilleurs amis. Tous trois projettent d'organiser une fête d'Halloween. Cependant, il se demande s'il pourrait inviter des filles, notamment les sœurs Shinjo, pratiquement les idoles de leur classe. En entendant le nom Shinjo, Hayato se souvient des filles de son rêve. Ses amis insistent pour qu'il les invite, puisqu'elles vivent dans le même quartier. Mais il refuse. Ses sœurs détestent les hommes. Selon les rumeurs, les garçons qui leur ont déclaré leur flamme ont été humiliés, traités comme des moins que rien et rejetés avec une froideur glaciale. Ses amis pensent que ces rumeurs sont exagérées, mais Hayato affirme qu'il n'y a rien de mal à une fête entre trois bons amis. Après leurs achats, ils se séparent. En rentrant, il aperçoit une famille marchant main dans la main, profitant de l'ambiance d'Halloween. Cette scène lui paraît étrangement familière, car les sœurs Shinjo ont elles aussi perdu leur père. Mais partager un point commun ne change rien. En approchant de chez lui, il remarque que la porte principale de la maison des Shinjo est grande ouverte. La curiosité l'envahit. Soudain, une sensation sombre et oppressante le traverse, comme une aura inquiétante qui le met en alerte. Il entre pour les prévenir qu'elles ont laissé la porte ouverte. Mais à peine avance-t-il qu'il entend le cri d'un homme exigeant de l'argent d'un ton menaçant. Hayato se cache aussitôt et observe prudemment. En jetant un regard par le coin du mur, il assiste à une scène choquante. Un homme chauve exige qu'on satisfasse ses désirs tout en tenant la mère et ses filles en otage. Hayato se demande si tout cela est réel. La situation est terrible pour n'importe qui. Il analyse rapidement quoi faire. Le voleur possède un couteau et pourrait l'utiliser avant l'arrivée de la police. Voyant les trois femmes seules, sans figure paternelle pour les protéger, il décide d'agir vite afin d'éviter le pire. Revenons légèrement en arrière. Les deux sœurs rentraient chez elles lorsqu'elles ont remarqué la porte ouverte. En entrant, elles furent horrifiées de voir un homme chauve à l'apparence grotesque pointer un couteau vers leur mère. L'individu commente avec cynisme sa chance d'avoir affaire à une femme qui a des filles. Il leur ordonne de jeter leur téléphone et les menace de leur faire quelque chose d'horrible. Puis il exige qu'elles enlèvent leurs vêtements. Sans autre choix, elles obéissent tandis qu'il savoure la scène avec perversité. Il déclare que la mère est déjà impressionnante, mais que les filles sont elles aussi de haut niveau. Les sœurs pleurent, subissant une humiliation indescriptible. Il ordonne qu'on attache l'une d'elles. Puis il libère la mère et se jette sur la blonde, la maintenant au sol avec le couteau tout prêt. Alors qu'il est sur le point de commettre l'irréparable, la sœur aux cheveux noirs crie à l'aide entre deux sanglots. Ces cris ne laissent à Hayato aucune alternative. Déterminé à gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police, il rassemble son courage, enfile un masque et implore la force et la détermination de ses parents disparus. Profitant de l'effet de surprise, il se jette sur le criminel. Il parvient à le blesser et le met hors d'état de nuire presque immédiatement. La mère, dont l'élégance rappelle celle de Komi-san, appelle ses filles et se réjouit de les voir saines et sauves. Hayato pousse un soupir de soulagement d'avoir évité le pire. La police arrive peu après. À l'extérieur, les agents attendent déjà. Hayato ligote et maîtrise l'agresseur. En voyant que leur sauveur porte un masque de citrouille, les sœurs éclatent en larmes de bonheur. Il tente de les rassurer, affirmant que tout ira bien et qu'il n'est pas quelqu'un de suspect. Gêné par la situation, il leur donne une couverture pour qu'elles se couvrent. Un instant, l'image de leur père traverse l'esprit des sœurs, remarquant une certaine ressemblance dans le courage. Quand la police entre, la confusion s'installe. En le voyant masqué, il manque de le prendre pour le criminel, mais les sœurs insistent, c'est lui qui les a sauvés. Hayato préfère tout expliquer à l'extérieur. Il part précipitamment, même lorsqu'on lui demande son nom. Il ne veut ni montrer son visage, ni être lié à l'incident afin d'éviter des complications. Les sœurs, encore sous le choc, brûlent de savoir qui est leur sauveur. Dehors, des rumeurs circulent déjà au sujet de cette famille vivant sans homme depuis la mort du père. Hayato souhaite seulement que la mère et les filles puissent se reposer et guérir émotionnellement. Au commissariat, la police l'interroge.
Il s'inquiète qu'il soit intervenu seul dans une situation aussi dangereuse. Il s'excuse et reconnaît son erreur, mais explique qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire. Comme personne n'a été blessé et qu'il est mineur, on le laisse repartir. Après l'interrogatoire, il est extrêmement nerveux, car c'est la première fois qu'il vit une telle expérience. Malgré tout, il est heureux d'avoir aidé la famille Shinjo, surtout parce que son identité n'a pas été révélée. Recevoir leur gratitude serait bien trop embarrassant. Il décide de se distancer totalement de cette affaire et de ne plus jamais leur adresser la parole. La nuit est déjà tombée lorsqu'il sort. Chez les Shinjo, la mère vérifie plusieurs fois la serrure pour se rassurer et demande à ses filles de ne pas aller en cours le lendemain. Pourtant, elles insistent pour y aller. Ena entre dans la chambre de sa grande sœur et lui demande de dormir ensemble, visiblement bouleversée. Elle se sent souillée par l'homme qui l'a touchée et veut effacer tout souvenir. Sa sœur partage le même dégoût envers les hommes. Malgré l'absence de leur père, elle a crié intérieurement à l'aide, et quelqu'un a répondu. Toutes deux ressentent une étrange admiration pour l'homme au masque de citrouille. Elles savent que c'était un homme, mais face à sa peur mêlée de détermination, elles n'ont éprouvé aucune répulsion. Elles souhaitent que tout redevienne normal afin de pouvoir le retrouver et le remercier comme il se doit. Elles envisagent même de le servir toute leur vie, car il les a sauvées d'un destin effroyable. Tandis que la nuit s'écoule, demeure l'incertitude quant à la suite des événements, car les sœurs sont résolues à découvrir l'identité de leur mystérieux sauveur. Le lendemain matin, les trois amies marchaient en direction du lycée. Apparemment, leurs camarades étaient déjà au courant de ce qui s'était passé et parlaient de l'incident à voix haute. Soudain, Ena, de la famille Shinjo, passa près d'eux en mentionnant quelque chose à propos d'une citrouille. Cela fit sursauter Hayato, qui ne voulait surtout pas que sa véritable identité soit révélée. Alors que les sœurs s'éloignaient, Ena se retourna pour les regarder. Hayato et ses amis se figèrent aussitôt. Tout à coup, l'un de ses camarades l'attrapa par le col, jaloux, en lui demandant depuis quand il était devenu proche des célèbres sœurs. Hayato se justifia en disant qu'ils étaient voisins, puis changea rapidement de sujet, inquiet qu'elles aient dû rester chez elles pour se reposer. Il ajouta qu'elles étaient vraiment trop obstinées. Une fois au lycée, Hayato demeurait préoccupé par la sécurité des sœurs, mais il constata que les rumeurs de l'agression circulaient déjà partout. Sentant que la situation lui échappait, il décida de vérifier comment allait la cadette. Il la trouva en train de discuter avec un calme et un naturel déconcertant au sujet de l'incident. Elle ne connaissait toujours ni le nom ni le visage de leur sauveur. Leurs amis lui suggérèrent de sortir avec un garçon capable de la protéger, mais elle refusa catégoriquement, affirmant qu'elle ne sortirait qu'avec celui qui les avait sauvés. Comme Ena semblait de bonne humeur, certaines doutaient même qu'elles aient réellement été agressées. Hayato poussa un soupir de soulagement en réalisant que, malgré ce qu'elle avait vécu, Ena restait une jeune fille enjouée et forte. Cependant, en repensant à la scène de la veille, il devint nerveux et décida de se concentrer sur son repas. À la cafétéria, tandis qu'il mangeait en silence, les sœurs Shinjo vinrent s'asseoir non loin d'eux. Ses amis le dévisagèrent avec jalousie et irritation. Soudain, Hayato remarqua qu'Ena le fixait intensément, ce qui le prit au dépourvu. Il tenta de se convaincre qu'elle ne l'avait pas découvert, pensant qu'elle corrigeait peut-être simplement sa posture. Ena déclara qu'avec autant de monde réuni, il était possible que la personne qui les avait sauvés se trouve ici même. Sa sœur aînée insista sur le fait qu'elle voulait le remercier comme il se devait. Pour couronner le tout, Ena s'exclama qu'elle aimerait même avoir un enfant avec son sauveur. Ces paroles laissèrent Hayato horrifié. Il perdit l'appétit et quitta les lieux précipitamment avec ses amis. À ce moment-là, un élève s'approcha de la sœur aînée, Arisa, pour lui demander de parler en privé. Sans hésiter, elle accepta. Tous murmuraient combien il était courageux de se déclarer à une fille réputée pour détester les hommes. Inquiet, Hayato trouva une excuse et décida de les suivre à distance. Même s'il savait que cela pouvait paraître indiscret, il voulait s'assurer que rien ne dégénère. Il confirma qu'il s'agissait bien d'une confession. Arisa rejeta le garçon, expliquant qu'elle avait déjà quelqu'un dans son cœur. Cette révélation surprit autant le jeune homme que Hayato. Il lui semblait incroyable que quelqu'un ait pu toucher le cœur d'Arisa, censé haïr les hommes. Il commença alors à se demander si cette réputation n'était pas simplement une stratégie pour repousser les prétendants. Soudain, Hayato sentit une présence derrière lui. En se retournant, il découvrit Ena, qui lui demanda d'être sage et de garder le silence. Même si elle connaissait déjà l'issue, elle était curieuse d'assister à la confession. Hayato demanda si Arisa détestait vraiment les hommes. Ena répondit que oui, mais qu'elle avait malgré tout quelqu'un dans son cœur. Pris sur le fait en train d'espionner, Hayato s'excusa, affirmant qu'il était simplement inquiet. Cela poussa Ena à le voir comme quelqu'un de très gentil, capable de se soucier ainsi des autres. Pendant ce temps,
La discussion s'envenimait et le garçon rejeté continuait d'insister. Même sans espoir, il voulait au moins remettre quelque chose à Arisa. Ena demanda à Hayato de se pencher un peu afin de mieux voir et entendre l'agitation. Soudain, elle se pencha vers lui, le frôlant intentionnellement avec sa poitrine généreuse. Hayato resta figé, tandis qu'Ena accentuait encore la provocation avec un sourire espiègle. Puis, de façon directe, elle déclara qu'elle voulait parler avec lui. Cela le laissa perplexe, surtout lorsqu'elle lui demanda d'un ton presque dramatique d'arrêter de l'appeler par son nom de famille et d'utiliser désormais son prénom. Hayato tenta de refuser, mal à l'aise face à ses avances et à son attitude provocante. Pendant ce temps, Arisa déchirait la lettre contenant le poème que le garçon lui avait remis. Elle déclara qu'elle détestait les personnes qui imposent leurs sentiments aux autres sans se soucier de ce qu'ils ressentent. Hayato commenta qu'elle avait été très directe, mais Ena répliqua que le garçon avait été insistant, égoïste malgré un refus poli. Le jeune homme s'enfuit en pleurant. Ena étant si proche de lui, Hayato sursauta. Lorsqu'une boîte tomba en direction de la jeune fille, il la protégea instinctivement. Sans le vouloir, ses mains atterrirent sur la poitrine d'Ena. Il resta stupéfait en constatant à quel point elle était douce et chaude. Ena le regarda avec des yeux brillants, tandis qu'il tentait de se justifier, expliquant que c'était un accident et qu'il voulait simplement la retenir par les épaules. Elle laissa échapper un rire nerveux, presque euphorique, persuadée qu'il s'agissait bien de lui. Puis elle tenta de dissimuler son trouble, se traitant elle-même d'étrange pour sourire autant. Lorsqu'Hayato demanda ce que tout cela signifiait, elle minimisa l'incident et retourna rapidement en classe, lui demandant de ne pas s'excuser et affirmant qu'ils en parleraient une prochaine fois. Hayato resta figé, horrifié par ce qu'il venait de faire. En courant, il repensait à la sensation et se demandait si elle était en colère. Ce soir-là, Arisa ne cessait de penser à son sauveur. Ena l'enlaça en disant que l'homme au masque lui manquait. Arisa admit qu'elle était inévitablement tombée amoureuse. Ena ajouta que nul ne sait ce que réserve l'avenir et qu'elle le reverrait peut-être bientôt. Arisa espérait que cela se produise, et confessa vouloir se donner entièrement à lui. Fixant le plafond, elle exprima son désir de lui appartenir corps et âme. Ena reconnut ressentir quelque chose de similaire. Arisa tenta de se calmer et s'excusa de s'être laissée emporter, avouant qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle se sentait également mal en repensant à l'agression. Elle souligna qu'Ena avait toujours été plus sensible au contact masculin, et que cela avait dû la marquer encore davantage. Ena se retira dans sa chambre. Hors de la vue de sa sœur, elle se mit à trembler d'anxiété. C'était la première fois qu'elle lui cachait quelque chose, et cela la faisait culpabiliser. Elle imagina alors une vie aux côtés de Hayato, pensant à tout ce qu'il pourrait partager à l'avenir, allant même jusqu'à se demander ce que cela ferait de porter son enfant en elle. Soudain, l'histoire remonte le temps, à l'époque où les sœurs Shinjo étaient encore à l'école primaire. Il est vrai qu'elles détestent toutes les deux les hommes, et tout a commencé lorsqu'elle était petite et qu'on les convoquait régulièrement dans la salle du professeur principal. Il s'est avéré que cet enseignant nourrissait une étrange obsession pour les pieds. À ce moment-là, elles ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, et lorsqu'elles ont enfin saisi la nature de la situation, elles étaient déjà plus âgées. Apparemment, elle a porté ce traumatisme durant tout le collège, entendant les garçons parler d'elle de manière explicite et répugnante. Cela lui donnait la nausée, au point d'en pleurer en se demandant pourquoi tous les garçons la regardaient ainsi. Elle décida alors qu'elle ne voulait plus jamais avoir affaire aux hommes de toute sa vie. Malgré cela, Hayato réussit à franchir la barrière qu'elle avait érigée pour se tenir loin d'eux. Le lendemain matin, Ena s'immisçait déjà dans la vie du protagoniste, allant jusqu'à apparaître dans les toilettes pour le saluer et lui parler du temps qu'il faisait aujourd'hui. Pour elle, c'était apparemment l'endroit idéal pour le croiser. Puis elle s'approcha jusqu'à se retrouver face à face avec lui, lui rappelant sa promesse de reprendre leur conversation. Une fois à l'extérieur, Arisa remarqua immédiatement l'attroupement et s'approcha, demandant pourquoi sa sœur était entourée de garçons. Avec un regard glacial lancé à Hayato, elle se plaça devant lui et lui ordonna de ne plus s'approcher d'elle. Alors qu'il tentait d'expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu, Arisa lui tourna simplement le dos avec indifférence. Cependant, derrière elle, Ena souriait discrètement, non sans une pointe de culpabilité, consciente qu'elle cachait la vérité à sa grande sœur, estimant que c'était son privilège de l'avoir découvert la première. Lorsqu'elle parvint à apaiser la situation, elle s'excusa d'avoir inquiété Arisa et lança à Hayato un regard signifiant qu'il reparlerait la prochaine fois. En entendant cela, il rougit légèrement, tandis qu'Arisa, elle, ne semblait absolument pas satisfaite et commença à remettre en question l'attitude de sa petite sœur. Le doute s'installa alors en elle, se demandant si Ena ne lui cachait pas quelque chose. Quand le cours d'éducation physique commença, Arisa appela sa sœur, mais la vit soudain quitter la classe en pleine séance sans la prévenir. Cela lui parut extrêmement étrange,
car une telle chose ne s'était encore jamais produite auparavant. En jetant un coup d'œil au coin du bâtiment, elle fut stupéfaite de voir Ena veiller sur Hayato, qui dormait sous un arbre, la tête posée sur ses genoux, totalement inconscient. Le visage adouci, Arisa se demanda ce qui arrivait à sa sœur. Mais Ena semblait vouloir aller encore plus loin et, sans qu'il ne s'en rende compte, guider les mains du protagoniste pour qu'elle touche sa poitrine. Le protagoniste se réveilla en sursaut en apercevant la silhouette d'Ena devant lui. Apparemment, Hayato s'était couché très tard la veille et avait trouvé cet endroit pour se reposer un moment. Pour Ena, le retrouver ici relevait d'une pure intuition féminine, même s'il lui s'inquiétait qu'elle ne soit pas avec sa sœur. Ena minimisa la situation et demanda à Hayato s'il n'aimait pas discuter avec elle, ce qui horrifia Arisa, qui écoutait la conversation en silence depuis derrière le mur. Après les cours, alors que les sœurs rentraient chez elles, les amis de Hayato remarquèrent combien Ena lui avait parlé ce jour-là. Ils le taquinèrent en disant qu'il avait complètement changé. Il nia, affirmant qu'il ne comprenait rien à ce que les filles pouvaient penser, même s'il admit que son quotidien avait légèrement évolué. De son côté, Arisa identifia le responsable du changement de sa petite sœur. Elle en conclut soudain que tout était la faute de ce fameux Hayato. Déterminée à la sauver de ce qu'elle croyait être une souffrance, elle décida qu'à l'avenir, elle s'occuperait personnellement de lui. Ce soir-là, Hayato tentait de reproduire les mouvements qu'il avait effectués lors du vol. En le regardant, ses amis remarquèrent qu'il avait réellement l'allure d'un héros, révélant que cette posture provenait de son ancien entraînement en kendo. La fête d'Halloween se déroulait chez Suta. On se moqua de Hayato pour le peu d'efforts fournis pour son costume, tandis que ses amis s'étaient donné du mal, l'un déguisé en vampire, l'autre en cosplay complet. Lui ne pensait qu'à savourer la délicieuse cuisine préparée par la mère de Suta. La mère de Suta entra avec des portions extra généreuses, taquinant affectueusement son fils, ce qui poussa Suta à se remémorer avec nostalgie son enfance. Pendant qu'il la remerciait, la tante mentionna soudain que Hayato avait récemment été impliqué dans un incident dangereux et lui demanda de toujours parler si quelque chose l'inquiétait. Lorsqu'il tenta de détourner la conversation vers ses grands-parents, ses amis l'interrompirent en disant que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait compter sur eux et qu'il n'avait pas à être réservé. Ils jouèrent ensuite à twister et conclurent la soirée par une petite séance photo. Le temps passa à toute vitesse. Même s'il n'avait pas de couvre-feu strict, il n'avait plus autant envie de traîner dehors. Il se souvenait clairement des fois où il dépassait l'heure et se faisait réprimander. Mais il se souvenait aussi de la chaleur d'une étreinte serrée, car en réalité, on s'était toujours inquiété pour lui. Ce souvenir lui provoqua une douleur lancinante dans la poitrine. Bien qu'il ait promis de respecter l'horaire, il voulait profiter encore un peu d'Halloween avant de rentrer. Dans cette même rue animée par les festivités, Ena se demandait pourquoi Arisa cherchait une arme pour se défendre. Apparemment, elle voulait quelque chose pour poursuivre les malfaiteurs, persuadée que certaines personnes en avaient après elle. En réalité, Arisa voulait confronter Hayato pour s'être approchée de sa petite sœur, élaborant déjà ses propres plans. En marchant dans la rue décorée pour Halloween, elles aperçurent une citrouille, et Arisa se remémora l'incident, pensant à nouveau à son sauveur. Tentant de changer de sujet, Arisa insinua qu'Ena était manipulée par Hayato et qu'elle avait déjà tout compris, affirmant vouloir la protéger. En entendant cela, Ena se demanda si sa grande sœur connaissait déjà la vérité. Elle semblait soupçonner quelque chose, mais restait encore très loin de la réalité. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle pensait de Hayato, Arisa ne put répondre qu'une chose, que c'était un dégoûtant déchet. Trouvant cela étrange, Ena ressentit une forte envie de révéler la vérité. Mais elle fut interrompue lorsqu'Hayato remarqua que les sœurs se tenaient tout près de lui. En les voyant soudainement, le protagoniste prit la fuite à toute vitesse. Arisa, envahie de pensées romantiques mêlées à une obsession grandissante, poursuivit l'homme au masque de citrouille et ramassa même l'arme qu'il avait laissé tomber. Ena décida de profiter du peu de temps où elle avait Hayato pour elle seule, considérant la situation comme inévitable. À deux, elles réussirent à l'acculer et l'emmenèrent dans un endroit plus isolé pour l'interroger. Sur un banc du parc, les deux sœurs encerclèrent l'homme à la citrouille pendant que Hayato tentait désespérément d'inventer une explication afin d'éviter que la situation ne dégénère davantage. Arisa révéla qu'elle souhaitait enfin parler à son sauveur et lui exprimer sa profonde gratitude. Elle exigea ensuite qu'il décline son nom. Il répondit qu'il s'appelait Jacques, tandis qu'Ena riait discrètement, essayant de se contenir. Au fil de la conversation, Ena ne put plus se retenir et éclata de rire, révélant que sa véritable identité était Hayato. Arisa tenta de le nier, affirmant que Hayato était le méchant qui l'avait trompé, laissant éclater sa frustration et déclarant combien elle détestait cet homme. Le masque de citrouille tomba au sol, et Hayato s'excusa en croisant ses yeux remplis d'horreur. Ena avait toujours su que c'était lui. Arisa, elle, ne pensait qu'à la manière dont elle avait traité son sauveur et aux paroles blessantes qu'elle lui avait lancées. Elle avait l'impression de ne jamais pouvoir se le pardonner.
Avec un regard intense, presque obsessionnel, elle lui demanda de la prendre comme esclave et d'accepter qu'elle lui consacre entièrement son corps, son cœur et son âme. En entendant cela, il resta complètement sous le choc, incapable d'imaginer que les choses prendraient une telle tournure. Pour Arisasan, l'instant où sa vie fut arrachée au désespoir marqua un tournant décisif. C'est précisément à ce moment-là qu'elle tomba amoureuse de lui, désirant exaucer chacun de ses souhaits et se consacrer entièrement à Hayato. On aurait dit qu'elle priait pour cet instant depuis le jour où elles avaient été sauvées. Elle déclara alors vouloir qu'il la traite comme un simple objet, qu'il l'utilise comme un outil à sa disposition. La gêne que ressentit Hayato en entendant ces paroles le troubla profondément, d'autant plus qu'à peine quelques minutes auparavant elle était furieuse contre lui, et que son attitude venait de changer du tout au tout. En entendant ce qu'il répondit, elle se mit à s'excuser encore et encore, reconnaissant qu'elle avait eu tort de l'insulter, puisque tout reposait sur un malentendu. Tandis qu'elle le suppliait de lui permettre de réparer son erreur toute sa vie durant, Hayato minimisa la situation, affirmant qu'il avait lui-même commis quelque chose de bien plus lourd et qu'il ne se sentait pas en position d'accepter des remerciements. Les sœurs Shinjo insistèrent pour dire que ce n'était pas vrai. Puis elles l'enlacèrent simultanément, chacune d'un côté, rendant la proximité des deux jeunes filles presque insoutenable pour le protagoniste. Elles lui demandèrent ensuite de les appeler par leur prénom, et lui, un peu déboussolé, accepta de rester sous leur protection à partir de maintenant. Entendre leur prénom prononcé par Hayato remplit les deux sœurs d'une émotion intense. Leur réaction passionnée le laissa perplexe, et elles proposèrent alors de rentrer chez elles pour se changer. Alors qu'elles marchaient ensemble dans la nuit, Arisa s'imaginait avec ferveur devenir la servante de Hayato, se laissant emporter par ses propres désirs et attendant avec impatience le moment de le revoir dès le lendemain. Cette même nuit, Hayato se remit à rêver, comme s'il s'enfonçait toujours plus profondément dans l'affection débordante des deux sœurs. Au matin, il ne se sentait pas totalement en forme. Son esprit était ailleurs jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un l'appeler au loin. Apparemment, les deux sœurs avaient décidé de venir le saluer dès la première heure, au point qu'il se demanda un instant s'il ne rêvait pas encore. Tant qu'il restait dans un endroit discret, la situation semblait encore gérable. Pour un adolescent, être accueilli par deux filles aussi séduisantes était presque impossible à gérer. Très vite, elles commencèrent à lui demander s'il avait des interrogations, allant jusqu'à évoquer des détails très personnels à leur sujet, ce qui le laissa complètement décontenancé. Arisa lui fit toutefois comprendre qu'il n'existait que deux options possibles, bien que toutes deux mènent au même résultat. Avec naturel, elles continuèrent à partager des informations sur elle, de la tête aux pieds, poussant Hayato à leur demander de ne pas parler aussi librement. Mais pour elle, il était quelqu'un de spécial, et révéler ce genre de choses ne leur semblait pas problématique. Elles lui confièrent également que leur mère souhaitait le rencontrer afin de le remercier en personne. Lorsqu'elles prirent enfin la direction de l'école et se séparèrent de lui, Hayato resta figé, incapable de savoir comment réagir, avec l'impression que les deux sœurs avaient fait irruption dans sa vie comme une tempête soudaine et imprévisible.